Camillo du laboratoire IHPE, elle est en 3e année de thèse. Et donc le titre de sa présentation, c'est une question, c'est les bactéries super défenseurs de l'escargot Bionfalaria glabrata face à un parasite. Bonjour à tous. Alors, comme Damien vient de le dire, je m'appelle Camille, je suis en 3e année de thèse au laboratoire Interaction Hôte Pathogène Environnement et je vais parler de mon sujet de thèse sur l'interaction entre des bactéries, un escargot et un parasite. Les bactéries sont nos amis. J'ai même un t-shirt avec ce logo. Vous trouvez que j'exagère? Eh ben, non. Finalement, c'est pas si faux. Alors oui, tout de suite, quand on parle de bactéries, on pense germes, Escherichia coli, tuberculose, bactéries mangeuses de chair. Mais les pauvres petites bactéries, elles sont si mignonnes. Non, mais c'est de la ségrégation, du racisme, révolte! Parce que oui, toutes les bactéries ne sont pas des destructrices, des tueuses. Il y en a même qui sont super mignonnes. Et sans certaines d'entre elles, vous ne seriez peut-être pas là devant moi aujourd'hui. Oui, parce que certaines bactéries vous aident à survivre, ou améliorent vos performances. Quoi? Vous ne me croyez pas? Ok, je vais vous donner quelques petits exemples. Donc il y a des bactéries qui sont impliquées dans plusieurs fonctions. Par exemple, vous êtes des grands privilégiés, vous mangez entre 2 à 3 repas par jour, eh bien, vous pensez vraiment que votre pauvre petit système digestif, il arriverait à s'en sortir tout seul sans ces petites bactéries qui vous fournissent les enzymes nécessaires à la digestion ou l'énergie qui vous permet d'assimiler les nutriments? Ouais, eh ben ça m'étonnerait. Sans elles, je pense que vous en seriez réduit à manger de toutes petites quantités de produits insipides. Et encore. Donc, outre la digestion, elles peuvent être impliquées dans d'autres fonctions. Donc, par exemple, le développement embryonnaire, ou alors encore la croissance, et même la reproduction. Et il y a même certaines bactéries qui sont impliquées dans la lutte antiparasite ou antipathogène. Donc, elles participent à cette fonction de plusieurs manières. Donc, par exemple, elles peuvent aider leur hôte à se dissimuler face à leurs agresseurs, ou alors elles peuvent avoir une défense active contre ces pathogènes ou ces parasites. Et ces fonctions-là, elles ont été démontrées dans de nombreux organismes, qu'ils soient vertébrés ou invertébrés. Tiens, à propos d'invertébrés, transition de fou, mon modèle d'étude, c'est justement un invertébré. Un petit escargot d'eau douce qui s'appelle Bionfalaria glabrata. C'est un tout petit escargot, tout mignon, qui fait sa petite vie dans sa petite rivière et qui transmet un parasite tueur d'hommes. Et ouais, le schistosome, parasite bien connu, qui tue à peu près 200 000 personnes par an. Là où il passe, l'herbe ne repousse jamais. Alors, il existe un traitement qui est efficace contre ce parasite, mais malheureusement, des résistances commencent à apparaître. Et donc, il faut trouver d'autres moyens de lutte contre ce parasite. Alors, une solution, ça pourrait être de bloquer le cycle du parasite au niveau de l'escargot. Parce que oui, si le parasite ne passe pas par l'escargot, eh ben, il ne peut pas achever son développement, et du coup, il ne peut pas infester l'homme. Donc du coup, ça pourrait être une solution. Vous allez voir où je veux en venir. J'en reviens à mes petites bactéries. Si mon escargot, il est porteur de bactéries protectrices, vous voyez le raisonnement? Eh bien, peut-être que ces bactéries-là, on pourrait les utiliser, et puis à terme, trouver une solution pour bloquer le parasite. Donc c'est justement mon sujet de thèse. Alors la première étape de ma thèse consiste à identifier toutes les bactéries qui sont présentes chez l'escargot. Une fois que j'aurai fait ça, je vais regarder comment les communautés que j'ai identifiées, elles varient en présence du parasite. Parce que s'il y a des bactéries protectrices, on peut s'attendre à ce que lorsque le parasite est présent, eh ben, elles varient. Par exemple, elles pourraient proliférer. Et parmi ces bactéries qui varient en présence du parasite, peut-être se trouve le Graal, la bactérie qui va nous aider à éliminer le parasite.
Et donc, pour valider le rôle protecteur des bactéries qu'on aura identifié, la dernière partie de ma thèse consiste à les éliminer avec des antibiotiques. Oui, alors c'est un peu cruel, mais c'est pour la science. Donc ça va. Donc, nos antibiotiques, ils vont éliminer les bactéries, ou en tout cas perturber les communautés bactériennes présentes. Et donc, une fois qu'on aura traité nos escargots, on va à nouveau le mettre en présence du parasite, et on va regarder s'il est plus ou moins résistant au parasite. On peut s'imaginer que si on trouve des bactéries, si dans l'escargot il y avait des bactéries protectrices qu'on a éliminées avec les antibiotiques, il sera moins résistant aux parasites, l'escargot. Enfin bref, grâce à mon sujet de thèse, je vais sauver le monde. Ah, mais j'ai pas fini! J'ai pas fini, attendez! Vous avez gâché tout mon effet là. Je reprends. Attendez. Donc, grâce à mon sujet de thèse, je vais sauver le monde. Bon, ok, je vais pas sauver le monde, mais en tout cas, je vais réussir à sauver une maladie qui fait des milliers de morts sur Terre. Bon, ok, je vais amasser des données qui vont peut-être être utilisées dans la recherche appliquée pour lutter contre la maladie qui fait des milliers de morts sur Terre. Donc, ben, merci. 3 minutes de questions. Merci Camille. Si j'ai bien compris, le but c'est d'identifier une bactérie qui permettrait à terme de réduire l'amplification de la maladie au sein de l'escargot. Et comment tu comptes ensuite, donc c'est l'escargot qui va se défendre contre la maladie. Oui, alors du coup, j'ai un petit peu simplifié, hein, parce que c'est quand même un peu de vulgarisation. Déjà, le parasite, il rend pas l'escargot vraiment malade, il le tue pas tout à fait. Alors ça a des effets négatifs forcément sur sa vie, mais a priori, il va pas le tuer. Par contre, nous, ce qu'on veut faire, pourquoi est-ce qu'on veut éliminer les bactéries, c'est pour justement... pas les bactéries. Pourquoi est-ce qu'on veut intervenir sur l'escargot, c'est pour empêcher le parasite d'après d'intervenir sur l'homme. Et c'était quoi votre question déjà? Donc finalement, comment tu comptes ensuite, une fois que tu as identifié la bactérie, finalement tu veux l'amplifier, éjecte en quelque sorte l'élimine, ce qui permettra la transmission de la maladie. Oui, alors, ce serait super, franchement, mais déjà, ce ne sera pas moi. Et puis, je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment faire ça. Là, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'identifier des micro-organismes qui sont impliqués dans l'immunité. Donc, ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils y participent activement, mais en tout cas qu'ils y sont impliqués. Après, quant à savoir comment est-ce qu'on peut mettre ça en application, je pense que ça va être assez délicat, parce qu'on sait bien qu'introduire un micro-organisme dans un milieu naturel, voilà. Nous, on est en plus en phase de laboratoire, on ne travaille pas vraiment sur des animaux du milieu naturel. Donc, pour l'instant, ça reste très très flou, cette phase d'application. Merci. Votre théorie, ça sous-entend qu'il y a des populations de mollusques qui ne sont pas vecteurs de ce parasite. Alors, moi je travaille sur plusieurs espèces d'escargots déjà, et donc effectivement, en fonction du parasite qui lui est présenté, il est plus ou moins résistant. Donc ça veut dire que le parasite va plus ou moins bien réussir à se développer, et donc il y a effectivement certaines bactéries, certaines espèces de mollusques dans lesquels les parasites ne peuvent pas se développer. Donc on a un profil de ce qu'on appelle la compatibilité face aux parasites qui est différent. Donc on s'attend à ce que du coup ils n'aient pas une même capacité immunitaire, et on est parti de l'hypothèse que ces capacités immunitaires différentes, elles seraient liées à la composition en micro-organismes. Est-ce qu'il peut y avoir des facteurs environnementaux qui justement
la contamination entre guillemets du mollusque parce que... Des facteurs oui, absolument, c'est sûr, mais après nous c'est vrai qu'on en est, enfin comme on travaille sur des animaux d'élevage qui sont élevés vraiment dans les mêmes conditions, pour l'instant on n'est pas trop, on s'intéresse pas trop aux paramètres environnementaux, mais effectivement rien que la différence au niveau de la nutrition, on sait que ça modifie le microbiote et donc du coup ça peut avoir un effet effectivement sur la capacité immunitaire, tout ce qui est température, etc. Et ça dépend aussi de la population humaine présente sur place, puisque c'est un cycle continu en fait. Donc s'il y a les humains qui sont infestés, qui vont relâcher les œufs en fonction, ça dépend où ça se fait, si c'est un endroit où il y a des escargots, etc., le cycle va pouvoir être achevé. Donc c'est énormément de paramètres à prendre en compte, pour l'instant sur lesquels on ne travaille pas vraiment. Ce que je sous-entendais, c'est que c'est une maladie qui est propre à l'Afrique et à l'Amérique du Sud, et qui maintenant commence à se retrouver au niveau de l'Europe, oui. Par rapport au réchauffement climatique. Absolument, etc. oui. Oui, c'est sûr. Oui, avec le réchauffement climatique, effectivement, l'escargot il arrive à survivre dans des zones plus au nord. Et du coup, la transmission, elle peut se faire. Après, il faut savoir aussi que, en général, ça se passe dans des zones où on a un accès limité, voire même pas d'accès du tout à l'hygiène, etc. Et donc, ça facilite beaucoup la transmission. C'est l'escargot, c'est le schistosome qui peut se développer. C'est pas les mêmes espèces, non, de mollusques? Ils sont contaminés? Non, c'est pas les mêmes espèces de mollusques, mais effectivement, si on n'a pas de mollusques qui se développent encore, le schistosome, il peut pas terminer son cycle. Ok, merci. On a fini la phase de questions.